Très chers téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité. Comme dirait Mike Irask, nous sommes de retour et toujours là. C'est la 5e émission. Et pour fêter cette 5e émission, nous avons invité quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Bien au contraire, le maire du Prêcheur, monsieur Marcelin Nadeau. Marcelin, merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir pour moi un petit peu d'inaugurer à mon niveau cette émission. Oui, c'est pour le Grand Nord Caraïbe. Oui, non, pour le Grand Nord Caraïbe et pour la Martinique entière. Très bien. C'est intéressant que des journalistes comme vous créent des espaces, effectivement, d'échange, de dialogue avec ceux qui... C'est Taratibula Chipuela, moi-même. Merci de votre soutien. J'ai l'honneur de co-animer cette émission avec Mike Irask, qui est plus terrible que jamais dans sa fonction. C'est pour vous mettre à l'aise, Marc. D'aiguillon. Il a cette réputation. Voilà, et vous allez voir que cette réputation est totalement justifiée parce qu'on va commencer par une question de Mike Irask. Alors, comment se porte, et c'est un sujet qui tient à cœur à Eddy Marajo, la situation financière des communes de la Martinique, comment se porte le plus objectivement possible, bien sûr, la commune du Prêcheur? Est-ce qu'elle échappe à ce constat récurrent fait par Eddy de catastrophe absolue en matière de finances? Pas du tout. Mais je crois que c'est une situation... les communes sont victimes de l'effet ciseau. On voit bien effectivement qu'il y a une augmentation des charges, des dépenses en général, et en même temps, les recettes, notamment à travers la dotation, la fameuse DGF, diminuent. Dotation globale le Prêcheur, c'est une commune pour laquelle on a hérité quand même d'une situation particulièrement difficile. Nous avons eu d'ailleurs un fameux plan cocarde et on a pu effectivement redresser un certain nombre d'éléments. Pour rappel, qu'est-ce que ça implique pour vous, maire de la commune, le plan cocarde? D'abord, la possibilité pour nous de bénéficier d'un prêt de l'AFD, de l'Agence française de développement. Mais contrairement donc au droit, par dérogation, je veux dire, au droit des finances publiques, des finances locales, nous pouvions utiliser cet emprunt, ce prêt, pour financer notre fonctionnement. Donc ça nous a permis effectivement d'apurer un certain nombre de dettes. Mais il y a un poste sur lequel effectivement nous n'avons pas atteint nos objectifs, c'est le poste effectivement en charge de personnel. Et pourquoi? C'est quoi l'objectif? Justement. L'objectif, c'était de réduire de moins de moitié. De moitié? Oui, absolument. Et ça a été compliqué. Alors, avant que vous développiez, parce qu'il y a des gens, souvent, on va dire que la politique budgétaire communale, ça ne leur dit strictement rien. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Voilà. Alors, le budget de la commune du Prêcheur, c'est quel montant? Alors, c'est à peu près 3 millions de fonctionnement et en investissement, ça varie, ça dépend des opérations, mais on va dire 2 millions. Grosso modo, c'est de l'ordre de 5 millions. Il y a 5 millions qui sont dépensés chaque année. Absolument. Au Prêcheur environ. Oui. Aujourd'hui, vous avez combien d'employés municipaux? Alors, nous avons 80 employés municipaux. Est-ce que pour une commune... Vous avez combien d'habitants? Nous avons 1500 habitants. Pour une commune de 1500 habitants, est-ce que 80 employés municipaux, c'est beaucoup ou pas assez? Alors, normalement, selon les critères, je veux dire, de l'orthodoxie du management des collectivités locales, nous serions au-dessus pour une commune de la même strate, mais nous sommes à peu près dans la moyenne martiniquaise. Maintenant, comme je l'ai dit... Mais en sachant que les Martiniquais sont largement au-dessus de la moyenne nationale. C'est ce que je dis. Pour les communes de la même strate, nous sommes au-dessus. Maintenant, il faut faire des choix politiques. On connaît la situation de territoires comme le Prêcheur. On connaît aussi le caractère un petit peu exsangue du tissu économique. La question que nous sommes posée, est-ce qu'il fallait absolument remercier la moitié de nos agents? Ça veut dire mettre... C'était ça l'objectif, hein? Non, mais absolument, oui, c'était l'objectif. Il fallait passer de 80 moitié. à 40, c'est ça? Absolument, grosso modo. Mais ça suppose quand même, parce qu'on le voit bien, une substitution, comme disent les économistes, capital-travail, c'est-à-dire substituer quand même des machines pour faire le travail, parce que les besoins sont réels. Quand vous avez une commune qui a plus de 20 km de route de campagne, de route communale, il faut entretenir, et ça coûte excessivement cher. Il faut des gens pour balayer les rues, il faut des gens pour entretenir les locaux, il faut des gens, comme quand on est ambitieux, par exemple, sur le plan éducatif, il faut des gens pour encadrer nos enfants, etc. Et je crois que c'est pas parce qu'on était territoire pauvre, et heureusement d'ailleurs, que les citoyens ne sont pas exigeants, et ils ont raison d'être exigeants. Qui a dit que vous étiez un territoire pauvre?
Non, les réalités sont là. Si on prend la moyenne des revenus, si on prend le taux de contribution, si on prend, etc., des indicateurs très objectifs, on fait partie des communes qui sont parmi les plus pauvres. Donc vous êtes maire depuis 2008, c'est ça? Oui. Cet objectif de réduction de 50% des effectifs municipaux a été fixé à quelle époque? Depuis 2008? Non, c'est-à-dire que c'est en 2010 où nous avions de gros problèmes, que nous avions eu ce plan cocarde, avec... moyennant donc cet emprunt auprès de l'AFD, mais avec effectivement des conditions drastiques quant à la diminution de notre train de vie. Et ça, nous avons pu réaliser d'énormes économies sur beaucoup de postes, par exemple sur la question des fêtes et des cérémonies. Le budget, quand nous sommes arrivés, il était de 329 000 €. Nous l'avons ramené à 70 000 €, 100 000 € maximum. Donc nous avons fait, sur un certain nombre de postes, beaucoup d'efforts, mais sur la question de la masse salariale, c'est vrai que nous sommes heurtés à la question de la pauvreté, de la misère. C'est un choix politique. Donc 8 ans à peu près plus tard, par rapport à cette nécessité ou cet impératif fixé par le plan cocarde, 8 ans plus tard, en termes de réduction, enfin d'objectif de réduction de personnel, on est passé de 80 à combien de personnel à peu près? Nous avons réduit, nous étions déjà à près d'une centaine de personnes, et nous avons réduit notre personnel. Et c'est vrai que, en même temps, on a réduit, ça dépend aussi des postes et des affectations. Parce que même si on est une commune modeste par la taille, nous avons des besoins. Quand, par exemple, il y a eu quand même cette réforme sur les rythmes scolaires, moi, nous pensons au niveau de l'équipe municipale que c'est une très bonne réforme, qu'elle est nécessaire à nos enfants. C'est pas parce qu'on est un territoire pauvre qu'il faut demeurer, rester dans la pauvreté. Nous avons l'ambition d'en sortir. Et pour nous, le levier qui est l'éducation nous paraît essentiel. Donc, il fallait effectivement, pour mener un projet éducatif de territoire, des gens compétents pour le faire. Donc, nous avons recruté un certain nombre de personnes. Aujourd'hui encore, nous avons recruté une personne qui est très connue à l'échelle de la Martinique parce qu'elle était ancien sélectionneur de l'équipe de la Martinique. C'est Patrick Cavlan, donc de retour en Martinique. Il sera responsable de la caisse des écoles. Et c'est un choix volontaire. Maintenant, il y a peut-être des nécessités, des besoins de recrutement de personnes ayant une certaine qualification. Et puis, peut-être que sur certains secteurs, nous sommes peut-être surdotés. Donc, mais ce que nous avions souhaité, parce que, en fait, même si les gens sont affectés des fois à des tâches qui relèvent de l'exécution, ce sont des personnes qui, des fois, ont une bonne formation et qui, par la formation continue, permanente, pourraient justement développer leurs compétences et accéder à des postes de responsabilité. Pourquoi? Parce que la réalité du prêcheur, elle est celle-là aussi, c'est que nous avons, comme on dit dans le jargon, un faible taux d'encadrement. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'agents d'exécution que d'agents d'encadrement. Donc l'idée, en fait, elle est un peu schématique, mais c'était de pousser les gens, justement, qui ont bon potentiel, mais qui ont pour mission d'exécuter des tâches, on va dire, qui relèvent de l'exécution, de devenir des cadres de notre... Et c'est devenu réalité, ça, cette volonté, c'est concrétisé. Il y en a quelques-uns qui ont pu effectivement accéder à un certain nombre de postes de responsabilité, dont les tâches se sont vues enrichies. Et puis, il y a d'autres, effectivement, qui n'ont pas saisi cette occasion. Mais enfin, après, c'est la volonté des personnes. Mais je crois que c'est une bonne dynamique, mais nous n'arrêtons pas, parce que nous avons mis en place quand même un plan de formation ambitieux, avec la complicité du Centre national de la fonction publique territoriale, tout au moins de sa délégation martiniquaise. Nous essayons d'affiner ce plan de formation pour justement, à la fois, donner aux gens le goût et l'envie d'être formés de façon collective et donner aux gens le goût et l'envie d'être formés individuellement pour pouvoir exercer d'autres missions qui pourraient être peut-être plus intéressantes et plus enrichissantes pour elles, s'agissant de personnes. Il y a beaucoup d'observateurs politiques en Martinique, et des journalistes notamment, qui disent peut-être que le maire du prêcheur est surdimensionné par rapport à sa petite commune. Quand vous entendez ça, il y a plein de gens qui disent mais Marcelin, mais qu'est-ce que tu fais au prêcheur? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds comme Simone Schwarzbart. Ce qui fait la grandeur d'un pays, d'un territoire, jusqu'à d'une commune, c'est pas le nombre de personnes, la grandeur, la taille physique, mais c'est la grandeur d'âme, la grosseur du cœur. Et je crois que ce qui m'attache au prêcheur, c'est que c'est une commune qui a un passé élogieux, et puis aussi cette capacité de résistance. Et je crois que... Passé qui n'est pas très connu, avouez-le. Mais il faut le faire connaître, parce que c'est le passé de la Martinique. Et on ignore trop souvent, justement, le passé de parties du territoire martiniquais, qui peuvent être tous les enseignements qu'on peut tirer de l'histoire du prêcheur. Par exemple, la culture, on parle de culture du risque tous les jours. Donnez-nous on a beaucoup exemples. à apprendre.
apprendre de l'histoire du prêcheur. Donnez-nous quelques exemples, parce que là, à mon avis, les gens qui nous regardent doivent se dire, Marcelin, il s'est passé quelque chose, il a encore travaillé très tard hier soir. Non, pas alors, du tout. prouvez-nous qu'il y a des composantes majeures de l'histoire de la Martinique au prêcheur. Ah bon, je vais commencer par 1848. On n'y passe pas 3 heures. Vous avez 4 heures. On vous connaît, vous avez 4 heures. Quelques exemples rapides. Alors déjà, selon Gilbert Pagbo, selon qu'il a écrit, que le premier maron martiniquais serait Préchoutin. C'est Francisque Fabule, du nom d'ailleurs de son maître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même le rôle qu'a joué le prêcheur au niveau des événements de 1848, de la journée insurrectionnelle de 22 mai. On sait qu'il y a eu la fusillade du prêcheur. Vous vous fritez régulièrement avec vos amis de Saint-Pierre pour savoir qui est-ce qui a commencé. Non, pas du tout. Avec le maire de Saint-Pierre, au contraire, nous essayons de... Pas du tout. Ah non, c'est avec les patriotes. Bon, ça c'est autre chose. Mais avec le maire de Saint-Pierre, nous travaillons justement à faire reconnaître Saint-Pierre et Prêcheur, d'ailleurs, comme le théâtre des événements de 1848. Et nous travaillons de concorde sur cette question-là. Donc on a joué un rôle essentiel avec Saint-Pierre sur la question du 22 mai. Sur la question maintenant de 1902, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Saint-Pierre, parce qu'il y a eu vraiment cette nuit ardente qui a deux coups, comme ça, brutalement... 30 000 personnes en 29 secondes. Mais il y a eu 400 morts le 7 mai au Prêcheur, par un lard. Et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. Il y a eu l'évacuation avec... Attendez, restons sur cet épisode. Vous dites un lard, donc les gens qui sont persuadés que les lards, c'est un truc récent, il y a quelques mois, il faut leur dire que non. Et un lard, ça peut tuer beaucoup de gens. 400 personnes. Oui, tout à fait. 400, tout le bois avait été emporté. Donc les lards, il y en a effectivement en période non éruptive, c'est-à-dire que c'est pas ça le cas aujourd'hui, mais c'est lié aux éruptions successives et à la fragilité justement des sommets qui dominent le Prêcheur. Et puis, il y a aussi donc les lards en période éruptive, comme le lard de 1902. Et ce lard-là avait entraîné 400 morts. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Prêcheur, on pensait que tout le monde était aussi mort au Prêcheur, qu'il n'y avait plus âme qui vive. Et il a fallu après l'éruption après le 8 mai. Et il a fallu qu'un bateau passe par là, et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il y avait âme qui vive. Et il y a eu ce rôle héroïque joué par le maire du Prêcheur de l'époque, dont parle d'ailleurs très bien Léo Sulé, que je salue au passage, qui a fait un travail formidable sur cette période, qui a organisé, mais si, je pense que ce maire-là doit être le modèle de tous les maires de Martinique. J'espère qu'il y a au moins une place avec son nom. Absolument, une salle, c'est la salle Félix Gaulet. Ouais. Et vous racontez l'histoire. Le maire du Prêcheur, Félix Gaulet de l'époque, qui organise l'évacuation de sa population, il est le dernier à monter dans le bateau. Il arrive dans le bateau en pleurs. Le capitaine lui dit, mais monsieur le maire, on ne comprend pas. Vous avez été formidable, vous avez organisé l'évacuation de votre population, mais pourquoi pleurez-vous alors? Il a dit non, parce que j'ai laissé un vieux qui ne voulait pas partir, qui a dit je préfère mourir là, mais je ne pars pas d'ici. Et ce Félix Gaulet-là, il s'est battu physiquement avec des gradés de l'armée française de l'époque qui n'étaient pas qui étaient assez racistes, etc., pour protéger sa population. Donc ça, ce sont des exemples. Parce qu'en fait, et ce que dit Léo Sully très justement, s'il nous arrive d'avoir une catastrophe naturelle ou un phénomène géologique comme celui d'une éruption, il faut déjà qu'on tire toutes les leçons du passé, tirer tous les enseignements du passé de manière à s'organiser. Parce que là où j'aime bien le travail qui est fait par Léo Sulé, c'est il a fait une histoire de la gestion de crise. Et il explique très justement, quand on dit que c'est pour des raisons, par exemple, politiques, que les gens électorales, que les gens n'étaient pas partis à Saint-Pierre, il dit que c'est pas fondamentalement vrai. Parce qu'on n'avait pas l'expérience d'une telle éruption. Les connaissances sur le phénomène étaient complètement ténues. Et je crois que là aussi, ce sont autant de leçons que nous avons... Malgré les avertissements qui avaient été quand même... Oui, il y avait des signes, mais on ne pouvait pas les interpréter comme on pourrait les interpréter aujourd'hui, parce que c'est bien après Delacroix, etc., que le type péléen a été remarqué. Donc on est d'accord. Type d'éruption. Le Prêcheur est une source inépuisable de composantes majeures de l'histoire. Question de Mike Hiras. Alors désolé d'interrompre les rappels et les enseignements historiques, mais je pense qu'on va y revenir pendant l'émission pour revenir à des considérations plus matérielles. On a parlé des charges à l'instant. Concernant les recettes, et singulièrement la fiscalité, est-ce qu'il y a un grand totem, un grand tabou de la part de nombreux maires en Martinique et ailleurs, qui est celui de l'augmentation des impôts? Est-ce que vous y avez eu recours récemment? Une fois, mais depuis 2008. Une fois depuis 2010, mais je dois dire que c'est effectivement un levier que nous aurions pu actionner, mais que par pragmatisme, nous n'actionnons pas.
C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que... Par pragmatisme ou électoralisme? Non, pas par électoralisme, parce qu'il faut voir aussi le niveau, les ressources économiques existant sur le territoire. Par contre, ce que nous avons fait, c'est pour ça, c'est pas de l'électoralisme, pas du tout. Ouais. Nous avons beaucoup travaillé sur les bases, sur l'assiette, en essayant de l'élargir et en essayant de faire un travail que nous aide à faire Cap Nord. Alors expliquer aux gens qui nous écoutent. Non, c'est-à-dire qu'il y a le taux, c'est-à-dire qu'on va dire 32%, mais sur quoi? Sur la base, c'est... Est-ce que je peux proposer une explication? Oui, allez-y. Il y a des gens qui ne payent pas l'impôt tout simplement parce qu'ils ne sont pas recensés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon. Mais finalement, sur 1500 personnes qui habitent le Prêcheur, il n'y en a pas tant que ça qui peuvent payer de l'impôt. Oui, c'est justement pour ça que nous disons que nous ne pouvons pas, comme ça, augmenter les taux, parce qu'on ne peut pas faire non plus faire peser la charge de la pression fiscale sur un groupe, je veux dire, réduit de personnes. Donc il faut bien faire attention quand on n'a pas... Sur les 1500 habitants, justement, ce groupe réduit de contribuables réels, il est de combien à peu près? Il doit être de l'ordre d'une centaine de foyers, quoi, à peu près. Wow. Donc non, mais c'est très faible. C'est pour ça que je dis qu'on fait ce travail d'élargissement de la base, mais en même temps, je crois que notre objectif, c'est faut être réaliste. Aujourd'hui, aux prêcheurs, il faut repartir. C'est là où on parle de nouvelle refondation. On a de la marge en termes de repeuplement, pour faire repartir la démographie. Et ce que nous faisons à travers notre projet politique, c'est que nous essayons de rendre notre territoire attractif en termes de jeunes. Et je suis très heureux. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont intéressés par le prêcheur, par exemple des jeunes agriculteurs qui veulent s'adonner à l'agriculture biologique, à la permaculture. Nous avons aujourd'hui une jeune Martiniquaise qui a implanté au prêcheur, avec une start-up éthique française Colvert, une ferme partagée qui fait de la permaculture. À partir, elle a fait entrer une autre jeune Martiniquaise qui est au Brésil, qui travaille avec d'ailleurs la direction de l'agriculture et des forêts sur un projet de plan alimentaire territorial. Enfin, il y a de nombreux jeunes qui viennent. Et ce sont ces exemples-là qui vous donnent de l'espoir quand vous parlez à l'instant de marge de repeuplement pour le prêcheur. Absolument. On s'inscrit sur le long terme quand même. Sur le très long terme. La tendance, c'est plutôt le fait que le prêcheur, allons dire la vérité, vous perdez des habitants. Non, c'est-à-dire qu'on a perdu au dernier recensement, mais il y a un indicateur qui nous laisse penser qu'on est en train de regagner des habitants. Je vais m'expliquer tout à l'heure sur un élément. Au niveau de l'école, vous savez, on a dû fermer une école. Aujourd'hui, notre école se repeuple. On a plus d'enfants à l'école. D'accord. Et d'ailleurs, je dois faire remarquer que là aussi, il faut que nous ayons... Alors, on a une forte contrainte foncière parce qu'on ne peut pas construire n'importe où par rapport à l'exposition au risque. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes de logement, par exemple. Et très souvent, malheureusement, nous sommes... certains jeunes préchotins vont vers Saint-Pierre, vont Fort-de-France parce qu'ils ne trouvent pas être logés au prêcheur. Notre objectif, c'est de... Là aussi, c'est pour ça que nous voulons penser l'urbanisme préchotin, de manière à ouvrir des espaces pour construire du logement et pouvoir fixer notre population, singulièrement notre population jeune, et accueillir aussi d'autres populations jeunes avec la dynamique que j'évoquais tout à l'heure. C'est vous qui avez évoqué, à travers la question de Mike, la démographie. Il y a une thématique qu'on est obligé d'évoquer avec vous, c'est celle de l'immigration. Ben oui. On sait que le prêcheur est terre d'accueil de l'immigration dominicaise et j'en suis fier. Depuis des dizaines d'années. On a vu à l'occasion des passages des fameuses tempêtes, cyclones, que les Dominicains venaient se réfugier chez vous. Il y a eu une fameuse affaire d'exclusion potentielle, en fait, qui s'est plutôt bien terminée. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une chance, ou comme certains populistes martiniquais, parce qu'il y en a, malheureusement, disent que c'est plutôt une menace? Alors, non, pour moi, ça n'est pas une menace. D'une part, c'est une nécessité. Et nous, justement, dans le projet urbain du prêcheur, on pose la question de la mobilité. Les Caraïbes qui nous ont précédés sur ces terres étaient mobiles. En Caraïbes, des gars pour un pirogue, et puis des gars 500 enfants, la bombe, mais des gars virés. Et non, mais c'est vrai. J'aurais bien aimé voir une bombe Caraïbe. Il faut en discuter avec notamment des gens comme Thierry Létang. Et on n'a pas le choix. Nous aurons des réfugiés climatiques. Le changement climatique est là, il est à nos portes. Et le problème, c'est que si on dit à un Dominicain, par exemple, les Dominicains, quand il y a après, par exemple, un cyclone comme Maria... Non, mais les chiffres sont catastrophiques pour la Dominique. Il semblerait, on n'a pas de confirmation, il semblerait que la population
de la Dominique était avant les qui est fortement diminué. 80 000 personnes et qu'on est entre 40 000 et 60 000. Non, mais c'est normal, les gens partent. Mais justement, oui, non, mais ils vont où? Non, mais parce ils ne sont pas venus chez vous. Non, certains, mais pas tous. Oui, parce qu'il y en a qui vont à Londres, il y en a qui vont partout ailleurs, enfin, dans d'autres pays, en Guadeloupe, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les systèmes sont trop rigides. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient, qui entre en Martinique, il ne voudra pas repartir. Pourquoi? Parce que s'il trouve déjà à s'implanter, à s'enraciner, il sait bien qu'il aura du mal à revenir. Donc il ne voudra pas partir. Mais si on assouplit, parce qu'il faut, et j'avais interpellé le préfet en ce sens, lui dire qu'il faut qu'on ait une réflexion. Il n'a pas de pouvoir, le préfet, sur ça. Non, mais d'accord. Mais temporairement, il y avait des mesures de détolérance qui pouvaient être prises. Mais c'est vrai qu'il fallait aussi, c'était une indication pour que soit mené à l'échelle de l'État français, et surtout à notre échelle d'ailleurs, mais pourquoi pas celui de l'État français, parce que des fois on relève d'eux pour la loi, etc. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur comment accueillir des gens par rapport à ces risques qui se développent liés au réchauffement climatique. Est-ce que vous tapez du poing sur la table de temps en temps en disant il y a une politique officielle de restriction à l'immigration, c'est ce que vous venez d'évoquer, avec des risques d'expulsion, etc. Bon, ça c'est la politique nationale, évidemment. Mais qui est appliquée ici comme partout ailleurs. Oui, mais sur le plan local, est-ce que vous leur expliquez que l'économie du prêcheur, mais aussi une partie de l'économie agricole, notamment dans le maraîcher, dépend des populations immigrées? Parce que vous, au prêcheur, quand on commence à monter sur les mornes, il n'y a plus beaucoup de Martiniquais qui font du maraîcher. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a... Est-ce que vous pouvez dire ça aux gens qui nous écoutent là? Non, mais il faut le dire, c'est une réalité. Aujourd'hui, par exemple, un agriculteur sur deux au prêcheur est d'origine haïtienne. Ouais. Et c'est une réalité. Mais vous savez que les Martiniquais ne le savent pas, ça. Oui, mais il faut qu'ils... les Martiniquais qui habitent au centre et au sud. Ce serait bien qu'ils le sachent. Et quand il y a d'ailleurs un indicateur intéressant, c'est notre fête des agriculteurs à la Pentecôte. Ouais. Et bien on s'aperçoit que, vous savez, vous avez cette tradition du bouquet où deux agriculteurs sont chargés d'organiser la fête. Eh bien, sous les deux, il y a toujours un qui est, j'aime pas le terme de souche préchotine, et puis l'autre qui est d'origine haïtienne. Ouais. Mais je crois qu'il faut qu'on le comprenne. On a un espace qui est la Caraïbe. Il faut apprendre à vivre dans cet espace. Et moi, je suis de ceux qui pensent d'ailleurs, mais il y a d'autres qui ont fait cette proposition, que nous ayons une sorte d'espace commun. Marché commun. Un marché, des petites Antilles de la Caraïbe, que nous ayons un marché au moins entre la Martinique, la Guadeloupe, la Martinique, la Guadeloupe, Dominique et Sainte-Lucie. Et je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes et ça nous permettrait aussi de développer une activité commerciale. Il y a une amie qui me disait effectivement, les produits venant de la Dominique, notamment naturels, sont très prisés par les Martiniquais. Oui. En même temps, les Dominicains, des fois, ils souhaitent acheter, par exemple, des matériaux pour construire. On pourrait envisager, à partir du prêcheur, une activité portuaire en relation avec la Dominique qui créerait de la richesse, qui développerait, et pourquoi pas, et qui serait bénéfique à la fois à la Dominique et au prêcheur et à la Martinique. Je crois qu'il faut sortir de cette idée que... Le préfet, vous dites vous calmer quand vous lancez ce genre d'idée, non? Non, pas du tout. Le préfet, je pense qu'il est là pour faire son travail de préfet, mais je pense qu'il est assez lucide aussi sur nos réalités. Et il voit bien que sans se tourner vers la Caraïbe, notre champ de développement n'est pas très important. Question de Mikey Rask. Pour rester sur les questions de développement, début décembre, là, il y a quelques jours, il y a une convention qui a été signée par les maires ou par des maires du Nord-Caraïbe avec la CTM et singulièrement avec le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne. Et c'était dans le but d'inaugurer déjà une antenne économique à Saint-Pierre, dont la vocation est ou sera, pour aller vite, le développement du Nord-Caraïbe. Alors, je n'ai pas le souvenir, corrigez-moi si je me trompe, de vous avoir vu sur la photo de famille, on va dire. Non, ce n'est que fortuit. Ce n'est que fortuit. Dissiper les éventuels malentendus quant à votre absence. Je vais mettre très clair. Moi, j'ai mes convictions et personne ne m'empêchera de les exprimer, mais j'ai un sens du respect, de la démocratie, des règles démocratiques et du fonctionnement des institutions. Si nous, moi je suis nationaliste martiniquais, si déjà en tant que nationaliste martiniquais, je refuse de recevoir quelqu'un avec lequel je ne serais pas d'accord politiquement, simplement parce que je ne suis pas d'accord politiquement, alors que nous avons chacun des responsabilités, nous avons été élus pour ça, non, il ne faut pas compter sur moi pour ça. Donc j'aurais été présent à cette réunion, sauf que j'ai aussi des obligations professionnelles, je ne suis pas un élu à temps plein, mais j'avais ce jour-là, en même temps, prévu de longue date avec des délais très stricts qu'il faut respecter, un conseil d'administration au lycée Shelcher dont je suis l'intendant et où était voté le budget du lycée Shelcher. D'accord. Donc je pouvais difficilement me soustraire à cette obligation professionnelle. Donc pour dissiper tout malentendu éventuel, vous avez été invité en tant que maire du prêcheur et vous étiez représenté par mon ami et collègue Christian Constantin, adjoint au maire du prêcheur, et qui a signé à ma place, mais nous sommes signataires de cette convention. Et lorsque la convention nous a été proposée,
nous avons tout de suite accepté. Moi, je trouve effectivement, alors il faut voir ce que ça va donner concrètement, mais je trouve que c'est un bon élément d'une nouvelle culture politique, celle de la contractualisation. Moi, je suis plutôt girondin que jacobin. Je pense effectivement qu'il faut déconcentrer un petit peu les dynamiques économiques. Il faut déconcentrer les lieux aussi de décision et de coordination, d'animation du développement économique. C'est une très bonne orientation. J'espère qu'elle sera respectée et que, d'autres logiques ne prendront pas le dessus. Et est-ce que ce sera vraiment une démarche sincère dans le but de contractualiser les objectifs. C'est un vœu pieux, Marcel Nado, ce que vous venez de formuler là. Lequel Sur que les logiques soient les plus positives possibles pour aller vite. Oui, parce qu'on vous a vu formuler ce type de souhait à de multiples reprises et vous avez été souvent déçu. Mais j'espère que je ne le serai pas. Alors, Marcel Nado, est-ce que le périmètre de cette convention qui a été signée il y a quelques jours concerne tous les projets préchotins, on va dire de déplacement de population par rapport à tous les aléas naturels et climatiques? Pas encore. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre aussi, et moi je le conçois, que quand on passe un contrat, on est au moins deux pour passer un contrat. Donc je trouve normal que deux volontés politiques se rencontrent. Et je trouve normal également que tout ce que souhaite l'équipe municipale de Prêcheur ne soit pas intégrée dans ce contrat avec la CTM. La CTM a sa vision, nous avons la nôtre, et nous allons prendre chacun des éléments qui convergent dans ces deux visions pour contractualiser. Donc il y a un certain nombre de projets effectivement qui ont fait l'objet de cette contractualisation, d'autres non. C'est vrai que sur la question du déplacement des populations, de l'aménagement, de la nouvelle refondation préchotine, nouvelle école, je crois, qui doit être construite, etc. L'école refuge et tout ça. Donc des projets travaillons conséquents. Pour l'instant, effectivement, nous travaillons essentiellement avec l'État, qui nous soutient beaucoup, notamment on a le soutien de l'ADEAL et d'une agence interministérielle et de différentes directions de ministères, des DOM, de l'écologie et notamment d'une agence interministérielle qui s'appelle PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture. Donc sur disons le volet maîtrise d'œuvre, nous sommes essentiellement, en tout cas pour l'instant, fortement soutenus par l'État qui s'implique, mais il arrivera le moment où on passera à la phase opérationnelle. Oui, bien sûr. Dans cette phase opérationnelle, j'escompte vraiment que la CTM saura s'impliquer à son tour, parce que l'expérience qui est menée aux prêcheurs n'a pas pour vocation de se limiter aux prêcheurs, et c'est un idéal et une ambition partagée avec l'ADEAL. Eh bien, nous voulons que cette expérience serve d'exemple en Martinique et qu'à partir du prêcheur, on essaime sur la question des risques notamment. Vous avez beaucoup cité l'État et ses services depuis le début de cette séquence, on va dire. Comment qualifier la relation du maire du prêcheur au service de l'État? On a l'impression que cette relation est particulièrement consensuelle et constructive. Non, pas idyllique, mais pragmatique et réaliste. En tout cas, vous référez souvent à leur non seulement vous les citez, concours, mais j'ai bien l'impression que vous vivez une relation de proximité, voire de convivialité avec l'État. Par contre, du côté de la CTM, c'est pas vraiment le mot fixe. Vous savez, du côté de l'exécutif de la CTM. Je le dis souvent. Moi, je suis j'ai mes Pour convictions. un nationaliste, c'est quand même un peu bizarre. Je suis fondamentalement nationaliste, mais je vais vous prendre un exemple. Là, c'est au Brésil. C'est un anarchiste, vous savez comment les anarchistes aiment les États, quels qu'ils soient d'ailleurs, au Brésil, qui vit dans les favelas. Et c'est un anarchiste. Et compte tenu de la misère existant dans les favelas, le désordre et les valeurs qui sont promues dans la favela, vous savez ce qu'il dit cet anarchiste? Pour lutter contre les contre-valeurs portées justement par les mafias brésiliennes et sévissant dans les favelas, je n'hésite pas à m'associer à la police brésilienne pour faire le ménage dans les favelas. Et moi, il a viré sa non, pas du tout. Un anarchiste particulier. Non, mais pas du tout, parce qu'il a compris qu'il y a des points de non-retour. Parce que les méthodes de la police brésilienne dans les favelas sont parfois radicales. Quoi. Non, mais ça dépend. Pour ne pas dire meurtrières. Après, il a aussi, vous savez, c'est la pollinisation, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'apporte la police. Mais je sais tout le travail que font un certain nombre de militants communautaires pour changer les polices. Parce qu'il faut changer les polices. Il faut changer. Alors, mais il y a une vision de l'État sécuritaire qui veut une police répressive, mais il y a des gens, y compris dans la police, qui ont une autre vision de la police, une police dite républicaine, de proximité, accompagnée, etc. Donc il faut travailler sur la philosophie, mais même sur la question de la philosophie de l'État. Aujourd'hui, c'est pas moi, Marcel Nado, qui ai choisi de rester dans le cadre étatique français. C'est une volonté majoritaire des Martiniquais. Mais en tant que maire, partisan de la responsabilité de la souveraineté, est-ce que je vais rester là, me craser les bras? Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce choix, qui nous disent tous les matins, indépendance,
indépendance. Vous allez nous citer des noms, mais parce ça, que jamais. On les cherche. Mais l'indépendance, oui, mais comment, où on l'a vu. On n'a pas avancé depuis des années. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire avancer concrètement, parce que les Martiniquais n'ont pas besoin d'être convaincus sur la nécessité d'être des Martiniquais, mettre chez eux. Mais ils se disent souvent, et la question qu'ils posent, mais qui ça nous a fait, combien nous a développé, comment on peut ouvrir ce qu'on appelle des espaces de souveraineté, comme on le dit souvent, qui soient en rupture avec la logique de dépendance et qui tendent vers l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique. Et aujourd'hui, quelles sont les ressources que nous avons pour le faire? Eh bien, elles sont au niveau de l'État. Et nous n'hésitons pas, pour ce faire, de travailler de façon pragmatique avec l'État. Voilà. Alors, puisqu'Eddy a ouvert... C'est pas du réalisme, ça, c'est de l'hyper-pragmatisme. Non, c'est du pragmatisme, simplement. Puisqu'Eddy a ouvert, non pas la boîte de Pandore, mais la fenêtre de la séquence de vos relations, parfois orageuses, avec le mouvement indépendantiste martiniquais, et singulièrement son leader historique, comment vous avez reçu ou interprété cette consultation lancée il y a à peine un mois, lancée par l'exécutif de la CTM sur la sollicitation des Martiniquais quant à un hymne et un drapeau, et c'est précisé de manière très claire, pour les manifestations culturelles et sportives. Moi, je l'ai vécu. Comment le souverainiste Marcelin Nadeau a reçu cette initiative que d'aucuns ont reçue comme une surprise totale? Mais je pense que ma position ne vous surprendra pas. Dites-nous donc. Déjà, je vous rappelle quand même, s'agissant des relations avec l'État, qu'on ne le dit pas souvent, mais à chaque mois de mai, nous affichons, nous faisons flotter le drapeau rouge, vert, noir sur la mairie du prêcheur. Et nous assumons. Pendant tout le mois de mai. Par provocation? Non, c'est pas par provocation. On est au cœur du sujet. Non, mais c'est par conviction. Il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que nous avons nos convictions et nous disons que on est dans un cadre dit républicain, un état de droit, et il y a des obligations pour chacun dans ses fonctions institutionnelles. Maintenant, ça ne nous empêche pas, on prend une délibération et on fait flotter le drapeau. C'est pour ça que je crois très honnêtement que c'est une erreur de la part de la CTM. Cette initiative. Okay. C'est une erreur, cette initiative, et elle ne peut pas se justifier. C'est-à-dire, quand on se dit nationaliste, même si on peut avoir quelques réserves sur le drapeau, qui est de plus en plus fait l'objet d'une appropriation, notamment par les jeunes Martiniquais. Vous parlez du drapeau rouge-vert-noir. Oui, le drapeau rouge-vert-noir, c'est notre drapeau. Pourquoi? Parce qu'un drapeau, ça ne se décrète pas. Un drapeau, ça n'est pas le résultat d'un concours de dessin, de je ne sais quoi. Un drapeau, c'est issu, ça émerge à partir d'une histoire. Et ce drapeau-là, c'est pas seulement 3 couleurs, mais c'est le symbole de gens qui ont lutté, qui ont fait des sacrifices, ceux qui sont allés en prison, certains qui sont morts. Et je crois que non, quand on est nationaliste martiniquais, on doit respecter ce drapeau-là, même si on se dit que c'est pas forcément celui-là qui sera celui de la Martinique. Mais est-ce que ça ne pourrait pas, et là je ne sais pas si c'est la volonté ou l'intention de l'exécutif de la CTM, mais est-ce que ça ne pourrait pas être une manière de conscientiser ou de sensibiliser non seulement les participants à cette consultation, mais plus largement les Martiniquais à la revendication d'emblèmes et de symboles propres, identitaires. Je poursuis la question de Mike. Est-ce que je peux répondre? Attendez, je la poursuis. Ouais. Et peut-être que Mike imagine que la majorité des gens vont envoyer un drapeau rouge et en noir à Alfred Marie-Jeanne. Alors certains l'ont utilisé, mais je crois qu'il y a une référence à un drapeau il faut que ce soit un drapeau non existant, il me semble. Mais personne, ça n'a échappé à personne, en tout cas aux journalistes que vous êtes, messieurs, qu'il y a eu un incident lors d'un match. Oui. Du François. Et à la suite du fait que des jeunes Martiniquais se soient enveloppés, et c'était pas des plus politisés, c'est des jeunes sportifs qui se sont enveloppés dedans. Et je pense que cet événement-là a peut-être accéléré un processus. Rappelez succinctement les détails de l'incident. Appelons, non mais je n'étais pas là, mais je sais, ça m'a été raconté. On va les rappeler. Parce que mais allez-y, faites votre boulot. On fait notre travail de journaliste. C'est vrai que la présence d'Alfred Marie-Jeanne lors de cet événement a sans doute, alors pour certains observateurs, le geste de certains sportifs, jeunes sportifs, s'enveloppant après une victoire dans le drapeau rouge, vert et noir. Drapeau martiniquais, c'est rapide. Non, mais je préfère décrire les couleurs. C'est vous qui dites que c'est le drapeau martiniquais, mais vous avez quand même conclu que peut-être que ce ne sera pas le drapeau final, parce qu'il faut quand même que la majorité de la population y adhère. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il semblerait, un certain nombre de gens disent que Alfred Marie-Jeanne est déclenché. Vous avez
dit accélérer le processus. Non, il avait prévu dans son programme. Oui, mais et notamment à la suite des assises il a décidé de faire en sorte que la Martinique soit dotée d'un drapeau. Donc vous dites c'est une réaction un peu épidermique. Mais attendez, Marie-Jeanne se serait appelée, Alfred Marie-Jeanne se serait appelé Yann Monplaisir que je comprendrais ça. C'est-à-dire qu'on sent monter une volonté d'identification, un symbole, oui, au niveau de la justice martiniquaise. Je dis, moi, je suis un pro-français à 2000. Pas question que la Martinique ait un emblème qui soit un emblème symbolique de l'identité martiniquaise. Ça serait la réaction de Yann Monplaisir. Je mets en place rapidement un truc pour qu'on ait un emblème pour aller lors des rencontres. Mais quand on se dit nationaliste martiniquais, le fait de cette volonté d'appropriation d'un symbole de l'identité martiniquaise par la jeunesse martiniquaise, c'est plutôt un élément positif. Mais pourquoi il le ferait? Pourquoi? Parce que, imaginons moi, quand on a pris cette délibération pour dire que nous mettons notre drapeau, quand j'ai été interpellé par les autorités, je leur ai dit, c'est une délibération. Moi, mon drapeau, je ne s'oppose à aucun autre drapeau, mais sauf que c'est mon drapeau, et il combat notamment un drapeau qu'on a voulu nous imposer, qui est le drapeau des 4 serpents. Bon, la question du drapeau des 4 serpents, ça a été réglé par Macron. Maintenant, nous avions un boulevard pour faire admettre le symbole de l'identité martiniquaise. Quand je suis nationaliste, je ne me mets pas au travers de cette dynamique-là. Ça vous paraît pas un peu mesquin? Et ça m'a paru pas un peu mesquin, celui que les Martiniquais doivent être pliés de rire, là. Vous, dans le camp nationaliste, en train de vous battre pour un drapeau. J'ai bien l'impression que la décision d'Alfred Marie-Jeanne est un moyen, est un signal envoyé à des gens qui vous sont proches, notamment Garcin Malsa, à nouveau, puisqu'on sait bien que Alfred Marie-Jeanne et Garcin Malsa, leurs chiens ne chassent pas ensemble, et c'est le moins qu'on puisse dire, pour vous taquiner un tout petit peu. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça? Le fait que ce drapeau soit associé par beaucoup de Martiniquais à Garcin Malsa. Il faut savoir, mais je ne sais pas si c'est vraiment par d'autres. Je fais remarquer quand même qu'au sein même du MIM, il y a des partisans. Alex Ferdinand est partisan du drapeau rouge vert. Et au PPM, ça a été aussi l'emblème du PPM. Au Palima, qui est une des composantes du Grand Assemblée, ils sont favorables. Absolument. Je ne comprends pas. Moi, très honnêtement, je ne comprends pas. Et je crois très, très honnêtement qu'il y a des éléments qui doivent rester au-dessus des problèmes, des rivalités. Je crois que cet élément-là, le symbole, on pourrait, au moins dans le camp des nationalistes, des autonomistes jusqu'aux indépendantistes, on pourrait se mettre d'accord facilement dessus. Et il faut... Vous pensez que c'est parce qu'on appartient au Fatah ou je ne sais quoi, quelle fraction de l'OLP qu'on est pour ou contre le drapeau de l'OLP? Là, on parle de la Palestine. Les fractions de la Palestine, de l'OLP, pour les petits jeunes qui nous écoutent. sont pour le drapeau palestinien en tant que tel. Donc je crois qu'effectivement, je le regrette. Je pense en plus d'autant que vous avez autour du lionnage rouge-vert-noir des gens comme Monsieur Dru, etc., qui n'appartient à aucun des camps, des sous-camps, des sous-sous-camps, de la mouvement nationaliste, mais qui a décidé de rassembler un maximum de Martiniquais qui souhaitaient fédérer autour de cet emblème, de ce symbole-là. Et je pense que même les gens, vous savez qu'un Corse de droite, vous pensez qu'il ne se reconnaît pas dans le drapeau corse? Mais Marcelin Nadeau, même si vous considérez que c'est une erreur, etc., à votre avis, pourquoi il y a eu cette initiative? Mais moi, je ne veux pas interpréter pour ne pas ajouter de la polémique à la polémique. Interpréter quoi? Je réaffirme très clairement que le drapeau rouge vert 3, c'est le drapeau de ma nation. Je réaffirme très clairement que ce drapeau-là, ce sont les couleurs de la Martinique. Je réaffirme très clairement qu'il y a une stratégie que je ne comprends pas venant de nationalistes. Et je me permets de réaffirmer... Quelle est cette stratégie? C'est ma question, en fait. Quelle est cette stratégie, selon vous? Quels que soient les stratagèmes mis en place, ce drapeau-là demeurera le drapeau de la Martinique. Et les gens qui le portent continueront à le porter. Et je continuerai à le porter également. Et puis pour le reste, on fera l'économie d'une énième polémique stérile qui n'apporte rien et qui ne fait pas ce pays avancer. Très bien. On va changer de sujet si vous voulez bien, mais on reste quand même avec Alfred Marie-Jeanne, qui est le président de l'exécutif. Est-ce que ça va mieux avec lui sur le plan des relations financières, des relations, on va dire, dans le fonctionnement administratif, ou alors est-ce que c'est définitivement la guerre?
Non, il n'y a pas de guerre, parce que la preuve, c'est que, j'en viens de dire tout à l'heure, Mikey Raska fit remarquer que nous avons signé une convention. Oui, Eh ben oui, mais quand on signe une convention... C'est un signe, ça? C'est un signe d'apaisement? Non, mais c'est pas l'armistice que nous avons signé. C'est une convention pour un développement. Donc pour moi, il n'y avait pas de guerre. Mais je crois qu'il faut, dans l'intérêt de la Martinique, je crois que c'est dommage, vous l'avez remarqué, sur la question, par exemple, des lards et des risques, aux prêcheurs. L'État est très présent, ouais. Et il faut le reconnaître, la présence de l'État est réelle, mais je regrette pas que la CTM fait son travail, je ne lui reproche pas de ne pas faire son travail, sur le curage par exemple, mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y a aucun dialogue avec la mairie du prêcheur. Aucun dialogue. Et je ne trouve pas normal qu'entre Martiniquais, nous n'ayons aucun espace de dialogue sur des questions aussi importantes pour nos populations. Oui, on va quand même rappeler que c'est vous qui avez commencé dans l'hostilité déclarée. Parce que vous avez à plusieurs reprises affirmé que vous vouliez nouer le dialogue, mais sur plusieurs questions qui sont des questions politiques, vous affirmiez ne pas comprendre. Là, par exemple, vous venez à nouveau de dire sur une question un peu banale, qui est celle du drapeau. Enfin, elle n'est pas banale. Non, mais attendez, banale pour eux. Ouais. Banale pour eux. Vous venez de dire que c'est une erreur politique, etc., etc. Est-ce que vous avez intérêt finalement à faire la paix avec Alfred Marie-Jeanne sur un plan purement politique? Est-ce que vous avez intérêt à ça? Non, mais c'est pas ça. Dit que moi je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de courage. Moi je dis qu'il faut qu'on apprenne dans ce pays à se respecter les uns les autres en dépit des convictions. On doit avoir des convictions. On doit animer l'espace public. On doit animer le débat démocratique. On doit dire qu'on est d'accord. Même si ça va à l'encontre du on doit dire qu'on est contre quand on est contre. D'accord. Maintenant, quand on est responsable d'institutions quelles qu'elles soient, on a l'obligation d'avoir une certaine objectivité, une certaine impartialité. Et moi, je crois que ça, c'est important. C'est une question de culture démocratique. Oui, mais c'est pas parce que Marcelin Nadeau, c'est pas parce que vous ne pouvez pas demander de l'impartialité à une partie sans vous-même en faire preuve. Mais pourquoi, Attendez, je vous explique. Oui. Vous demandez l'impartialité au Conseil exécutif. Oui. Je ne parle pas d'une personne, du Conseil exécutif en disant... Enfin, à la CTM. À la CTM. Mais bon, le gouvernement, c'est le Conseil exécutif. Oui, d'accord. OK. C'est eux qui distribuent l'argent et c'est eux qui font les projets. Vous ne pouvez pas à la fois leur demander une impartialité, c'est-à-dire de traiter toutes les communes, on est bien d'accord, sur le même plan. Absolument. Et en même temps leur balancer des missiles toutes les 2 minutes. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que quand il n'y a pas, quand sur la question du curage, quand j'estime, mais c'est la même chose pour l'État. Vous savez, quand il y a eu le Cosette coulé, j'ai fortement critiqué la position de l'État. Ça vous a coûté, non, mais, ça vous a coûté cher. Mais je continuerai à le faire. Oui. Donc, que ça soit l'État, que ça soit la CTM ou quelqu'un d'autre, ou Cap-Nord ou je ne sais quoi, à partir du moment que je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Mais le fait de dire qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas pour le fun, c'est pas pour me faire mousser Marcelin Nadeau. C'est parce que j'estime que je représente une population, et sur la question des lards, ce n'est pas parce que je voulais entrer dans une polémique avec Alfred Marie-Jeanne, c'est faux, ou avec la CTM. Il y avait de réels problèmes. La population était inquiète. Vous savez, il faut voir le traumatisme que ça a généré. Je voyais une population inquiète. Je voyais une population apeurée. Donc je suis là pour défendre, à l'instar de Félix Gaulet, n'est-ce pas? Je suis bien là pour défendre ma population. Et quel que soit l'interlocuteur que j'aurais trouvé défaillant par rapport à la situation de ma population, je l'aurais interpellé. Donc je me suis autorisé à interpeller la CTM. Mais ça ne veut pas dire que je voulais je ne sais quelle guerre avec Alfred Marie-Jeanne ou quel autre membre. Justement, il n'y a pas eu que les lards, il y a eu le pont. À vous écouter, Marcelin Nadeau, on a l'impression que la question des lards n'est pas encore tout à fait réglée, que vous avez d'autres attentes ou de nouvelles attentes par rapport à l'action de la CTM. Non, l'action. Pourtant, le curage est fait, je crois, non, mais régulièrement. L'action, c'est amélioré. Qu'est-ce que vous attendez d'eux à ce niveau-là? Je vais prendre un exemple. On a une réunion avec la population. Oui. La population nous dit, oui, mais on voudrait savoir quand même, il y a eu des missions, il y a un curage, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se fait. Organiser une réunion, parce que nous avons l'habitude de le faire, mais ils nous ont pressé d'en faire une très longue. Ce que nous avons fait, nous avons invité tous les partenaires de cette gestion des lards. Ils étaient tous là, sauf un seul, la CTM. C'est une invitation récente, c'est une réunion récente. Oui, il y a eu lieu au mois de novembre, je crois. Ah, donc récente. Mais oui, non, mais je ne trouve pas normal.
que la CTM ne soit pas là. Donc je pense que ça... Peut-être qu'ils avaient des obligations professionnelles ce jour-là. Non, mais pas toute la CTM. Si le prêcheur, à cette fameuse signature de convention, n'avait pas été présent, j'aurais compris, mais le prêcheur était représenté par un de ses adjoints. Donc le prêcheur était présent, nous étions présents. Et ce que je dis, c'est j'aime bien les techniciens de la CTM, j'aime bien les cadres techniques de la CTM, mais de temps en temps, nous aimerions bien avoir des élus de la CTM dans nos réunions, dans nos rencontres. De toute façon, on retiendra. Et ça, on me dira, c'est pas une question de guerre, ou de guerre ou je ne sais quoi, c'est que c'est une conviction que j'affiche de dire que nous sommes là pour gérer les affaires de la Martinique et nous devons savoir faire fi de nos différences politiques dans l'intérêt du peuple martiniquais et dans l'intérêt des populations qui composent le peuple martiniquais. C'est un exercice extrêmement subtil. Mais c'est une culture délicat. démocratique que nous devons construire. Et je crois que j'y suis particulièrement attaché. On vous laisse continuer le dialogue avec Alfred Marie-Jeanne. Non, mais j'espère qu'il se poursuivra et dans l'intérêt de nos populations. Il ne vous reste pas grand-chose là. Il reste un an. Ça passe vite. Un an avant le chauffage des vous pensez que quand il y a des élections, il n'y a plus de dialogue? Eh bien voilà, on va y venir. On va y venir. Le chauffage des préparations aux élections municipales déjà et des élections à la CTM. Alors, en dehors du fameux bruit selon lequel le président Macron, pour des raisons financières, fusionnerait les deux élections, ce qui est déjà arrivé dans le passé, entre les municipales et la CTM, faisons comme si les élections municipales avaient lieu effectivement en mars 2020. La question qu'on a envie de vous poser, c'est celle que Mike va vous poser. Déjà, sur les municipales... Alors, vous n'allez pas nous faire le coup, j'espère, de ceux qui ne savent pas encore, il est encore trop tôt pour en parler. La population... Alors, vous êtes élu depuis 2008, est-ce que vous allez rempiler pour un... Ce sera le quatrième mandat? Le troisième. Le troisième et dernier. Non, mais le troisième et dernier. J'avais toujours dit au départ que je me donnais trois mandats, trois mandatures pour essayer de porter avec mes amis un projet. Et c'est vrai que ce projet, on a besoin de le finaliser. On voit justement quelques éléments du projet, du PULS, qui est notre projet émerger, donc il y a besoin de le finaliser. C'est pour ça que j'irai une dernière fois aux élections municipales. Mais je pense, et je le dis souvent à mes amis, il faut qu'on travaille aussi à préparer, bien sûr, la relève. Et au sein de notre équipe, il y a beaucoup de gens qui pourraient très facilement et largement reprendre le flambeau. Ce à quoi je tiens, c'est pas le fait que Marcelin Nadeau soit élu maire du Prêcheur ad vitam aeternam, mais c'est que justement le projet que nous portions, eh bien, serait une légitimité pour être poursuivi et susciter l'adhésion des Prêchotines et des Prêchotins. Et concernant l'autre échéance majeure, et vraiment pour le moins, de 2021 ou de 2020, comme le rappelait Eddy, est-ce que Marcelin Nadeau et nous Pepla se positionnent déjà et sont déjà dans les discussions et tous leurs synonymes, tractation, négociation, etc. Il se dit que beaucoup de réunions commencent déjà à poindre un peu partout en Martinique. Nous ne sommes pas dans les tractations, nous sommes toujours dans la transparence et la clarté politique. Mais il est évident que dans les gènes même de nos peuples-là, il est évident qu'on sera candidat, nos peuples-là, je ne sais pas qui sera tête de liste, etc. Mais nos peuples-là, la dynamique que nous constituons sera présente comme dynamique. Maintenant, nous sommes conscients d'une chose, c'est que nos peuples-là, sous une forme ou sous une autre, je ne sais pas si ça va continuer à s'appeler nos peuples-là, je n'en sais rien. Je ne suis pas fétichiste des noms, des sigles, vous savez bien. Mais nous sommes conscients d'une chose, c'est que nous, peuple là tout seul, ne pourra pas créer une en dynamique janvier, le député Nilor, le député Jean-Philippe Nilor, qui est l'un de vos amis, je crois, a annoncé un vieil ami. Un vieil ami en plus. Voilà. Un ami de 40 ans. Un ami de... Oh ben voilà. Un ami de longue date. Ça doit être pour ça que ça s'arrange pas avec Alfred Marie-Jeanne. Alors mais j'ai d'autres amis. Jean-Philippe Nilor a récemment annoncé, suite à son départ du MIM, qu'il allait lancer un parti ou un mouvement de manière imminente, là, en janvier, ça se rapproche. Il l'a annoncé pour janvier, donc voilà. Là, on est vraiment aux portes de cette découverte, déjà de ce que sera le nom de ce parti et de qui le composera. Précisément, est-ce que vous serez présent lors de cette, j'allais dire de cette inauguration, mais lors de ce grand lancement, aux côtés de votre ami de 40 ans, de la date. Ah, vous n'êtes pas encore invité. Donc, je ne sais pas ce qui m'attend ce jour-là. Mais je pense qu'il n'y a aucune sorte d'objection que j'y sois. Est-ce que vous avez été séduit pour le moment
pour ce que Jean-Philippe Nilor en a dit. C'est-à-dire que ce sera un parti qui, a priori, a des arguments ou a des éléments de contenu qui pourraient vous plaire. C'est-à-dire, Jean-Philippe Nilor l'a présenté comme un parti où il n'y aurait pas de verticalité, il n'y aurait pas la prééminence d'un chef ou d'un leader suprême. Finalement, il s'inspire beaucoup du modèle Nous Peuple. Ah ben, on lui dira quand on le recevra enfin dans cette émission. C'est un petit message de Mike Hiras et Jean-Philippe Nilor. Et d'Eddie Barajo. Je sais qu'il dit ce jour à moi par la pensée. Alors, a priori, vous êtes séduit par cette présentation faite par M. Nilor de ce futur mouvement j'ai toujours et qui dit, donnera la place, je vous laisse vous exprimer, et qui donnera la place, une large place, a-t-il dit, à la société civile, aux forces vives du pays Martinique. Autant de raisons qui doivent séduire Marcelin Nadeau. Ça, c'est la forme, effectivement. Oui. Ça me paraît intéressant comme démarche. Je pense que depuis longtemps, nos peuples-là, on l'a bâti sur déjà ces valeurs-là. Se dire qu'il faut sortir de la logique verticale, il faut entrer dans une logique horizontale, dans la transversalité, il faut l'implication citoyenne. Ce que nous disons à nos peuples-là, c'est ce que nous faisons, par exemple, aux prêcheurs. Nous sommes vraiment dans cette logique-là. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que c'est très bien, déjà, sur ça, la manière, la conception qu'on a du fonctionnement démocratique de mouvements politiques, ça nous plaît bien, effectivement. Mais après, il faut aussi analyser les questions de fond. C'est-à-dire quel projet économique et social, quelle place que prendra l'écologie, c'est tout cela qu'il faut absolument... Donc, en tout cas, pour ce que vous en savez déjà, vous êtes séduit, on peut employer le mot, par la présentation globale. On n'est pas dans la séduction, on est dans... Non, on est dans dans l'analyse, la construction, l'élaboration, la co-élaboration entre nous, Martiniquais, d'un projet pour alternatif à la Martinique. Ce que nous souhaitons, nos peuples-là, c'est qu'effectivement, nous ayons un projet alternatif pour sortir de cette logique de l'économie de comptoir, pour sortir de cette logique, y compris en relation avec ce qui se passe à l'échelle planétaire, on le voit bien, avec l'appauvrissement de territoires, l'appauvrissement de personnes, la dégradation des éléments de la nature, parce qu'on n'appelle pas ça l'environnement, et c'est ça nous intéresse beaucoup. Alors et bien sûr qu'il faut discuter avec le mouvement que va créer Jean-Philippe Nilor. Vous êtes déjà en discussion ? Mais nous avons déjà effectivement commencé à parler, à échanger sur la vision qu'on pourrait avoir. Mais au jour, au jour d'aujourd'hui, rien n'est encore décidé. Mais nous sommes conscients, parce qu'il faut bien qu'on se décide. Nous, peuple, on est une entité. Donc, nous, peuple, a des décisions à prendre. Et c'est à travers, après, une discussion, des négociations. Je sens qu'Eddie Barajo brûle d'intervenir. Une décision pourrait être prise, mais rien n'est fait pour l'instant. Vous parlez très librement des éventuelles discussions que vous avez, que vous aurez avec Jean-Philippe Nilor. Mais j'ai toujours été en discussion avec Jean-Philippe Nilor. Oui, parce que nous sommes ça semble naturel. Nous sommes de jeunes Martiniquais militants élus, vous pensez bien que... Et avec d'autres aussi, on discute avec d'autres. Ben justement, est-ce que vous parleriez avec autant d'aisance des discussions éventuelles que vous auriez, par exemple, avec Serge Letchimy? Mais avec Serge Letchimy, il n'y a aucun problème sur les questions de discussion. On m'a même accusé un moment parce que on a pu échanger sur un certain nombre de sujets. Ne faisons pas référence aux autres. Parlons de vous. De m'accusant d'être un pro Letchimy. Non. Attendez, j'ai un petit truc pour vous là. Moi, j'ai un petit truc pour vous, Didier Laguerre. Oui. Une interview dans France Entière. C'est Letchimy ou Didier Laguerre? Attendez. Didier Laguerre, c'est une question plus globale du PPM et d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Vous savez que ça existe encore, Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et la question du journaliste de France Entière, c'est n'avez-vous pas de point commun avec Marcelin Nadeau? Vous voulez que je vous rappelle ce qu'il disait, Didier Laguerre? Oui. Nous avons certainement en partage la question de la responsabilité. Non, mais avec Didier Laguerre, je pense qu'au-delà de la question, y compris sur la question du projet social aussi, je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs. Et je crois que nous sommes, en Martinique, nombreux à partager un certain nombre de valeurs. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la Constitution? Parce que vous disiez, nous, peuple, là, tout seul, on ne va pas réussir à gagner, je simplifie. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une liste commune avec Ensemble pour une Martinique Nouvelle? Ça ne dit pas Ensemble pour une Martinique Nouvelle dans sa configuration actuelle, ça va être compliqué. Bon, allez, je retire Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Mais je crois qu'aujourd'hui, parlons du PPM. Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement, il faut aller vers une recomposition. Ça, je suis favorable à ça. Il faut une recomposition, c'est-à-dire qu'il faut mettre toutes les cartes sur table. Il faut se dire aujourd'hui parce qu'on est entré dans des logiques qui polluent un petit peu le débat politique. Finalement, on est dans des camps, dans des clans. Je défends Alfred Marie-Jeanne, je défends Letchimy, je défends... c'est un peu comme ça qu'on gagne une élection. Mais c'est dommage. Je crois qu'on gagne une élection, mais on ne gagne pas la transformation nécessaire d'un pays. Mais ça, c'est après l'élection, ça.
Il faut d'abord gagner l'élection et ensuite transformer le pays. Parce que justement, finalement, on a l'impression de faire un coup pour gagner les élections, mais finalement, les conditions de victoire électorale sont à la base de la manière dont on gère des contraintes. Là, vous faites un procès à ce qui s'est passé le 13 décembre 2015, ça c'est clair. Je suis ni procureur ni juge, donc je ne fais pas de procès. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte, tous autant que nous sommes, de se dire, mais ce pays, il a besoin de quoi? Mettons la langue de bois à part. Marcelin, mettons la langue de bois à part. Je vous ai posé une question. Ça fait longtemps que ça dure. Est-ce que cette espèce de, appelons ça une convergence, c'est presque le mot, partage, peut aller jusqu'à une liste commune avec des gens partageant les valeurs qui sont les vôtres, notamment le PPM? Justement, ça, vous me parlez de gens et vous parlez du PPM. Alors, ce que je vous suggère... Non, des organisations. Je remplace gens par organisation. Non, mais c'est fort à propos que je fais cette remarque-là. Je crois qu'il faut plus miser sur les gens que sur les organisations et les appareils. Il faut sortir des logiques d'appareils, il faut sortir des logiques de clans, il faut sortir des logiques de cancans, de manière à recomposer le paysage martinique à partir de valeurs. C'est des personnes. Oui, c'est des personnes. Alors attendez, c'est des personnes qu'il faut rassembler sur des valeurs. Non, mais ça tombe très bien. On dirait que vous étiez en dialogue permanent. Alors, le journaliste, toujours Didier Laguerre, lui dit, écoutez, parlons de Bruno Nestor Azero, partenaire possible. Et écoutez la réponse du maire de Fort-de-France, mais membre du PPM. Je ne crois pas, et ça c'est un message pour vous, je ne crois pas que l'analyse du projet apporté ensemble puisse se faire sur la seule question des personnes. Non, mais il a raison. Et vous venez de dire le contraire. Non, mais pas sur la question. Non, attendez, c'est pas les personnes dénuées d'idéologie ou de pensée ou de conviction. Au sein de l'organisation. Quand je parle de rassembler des Martiniquaises et des Martiniquais, je ne parle pas de personnes en particulier, mais à partir d'un socle de valeurs. C'est-à-dire ce que nous voulons pour le pays. C'est à partir du projet. Et d'ailleurs, j'en parlais en off d'ailleurs avec Mike Iras tout à l'heure. Vous savez, je prends un exemple. En Espagne, ce qu'on appelait les villes rebelles, la méthode c'était quoi? C'était, on ne rassemble pas, ils appelaient ça, vous savez comment? La sopa des siglas. Entendez, le bouillon des sigles. Il faut sortir de cette logique de sopa des siglas, de bouillon de sigles, pour rassembler des gens autour de projets concrets et de valeurs. C'est ça la démarche de nos peuples-là. Et c'est cette démarche-là que nous voulons essaimer à l'échelle de la Martinique. Donc, si des Martiniquaises et des Martiniquais nous disent ce qu'il nous faut, c'est construire un projet, pas une alternance pour faire un truc, pour refaire ce que les autres ont fait avant et que les autres ont fait avant, mais c'est pour apporter, élaborer ensemble, co-construire un projet collectif, nous disons banco. Mais je crois qu'il faut qu'on accepte dans la situation dans laquelle on est, j'ai beaucoup de respect pour le PPM, j'ai beaucoup de respect pour Aimé Césaire, j'ai beaucoup de respect même pour le MIM, pour tous les indépendantistes, pour tous ceux qui ont posé la question nationale en Martinique, mais je dis qu'il est temps que nous sortions de cette logique d'appareil qui mène forcément au sectarisme et qui perd de vue l'intérêt général. On a bien compris que vous n'excluiez pas l'hypothèse de toute façon. Aucune sorte d'hypothèse de discussion et d'échange avec quelques Martiniquais, surtout lorsqu'ils se revendiquent de la nation martiniquaise, du peuple martiniquais et de la transformation sociale. Au moins, si je vous posais la question pour Yann Monplaisir, vous m'auriez dit très clairement... Niet. Double interrogation. Mais c'est pas parce que Yann Monplaisir, c'est quelqu'un que j'apprécie personnellement, avec qui je pourrais travailler dans une assemblée. On parle des valeurs. Mais il n'est pas question, effectivement, de bâtir un projet avec quelqu'un qui a des options clairement néolibérales, qui a des options clairement qui vont dans la... Quand Yann Monplaisir nous explique que l'économie martiniquaise va bien parce que le nombre de conteneurs arrivés à augmenter, je ne vois pas sur quoi on peut être d'accord. Vive le 7 décembre. Une double interrogation, et la seconde est connectée à ce qu'Eddie vient de dire. Alors, d'abord, la première, quelle est la ligne de fracture ou la ligne rouge éventuelle, d'un point de vue idéologique, entre le PPM et Marcelin Nadeau et nous peuple-là, si il y a cette ligne? Non, la ligne idéologique, c'est vrai que... Alors, ou le point de divergence majeur éventuel. Le PPM, déjà dans sa forme d'organisation, c'est un parti qui a beaucoup apporté à la Martinique, mais nous, je ne conçois pas, je respecte la forme d'organisation du PPM, bien sûr, elle a son côté démocratique, mais qui relève un petit peu de ce qu'on appelait à l'époque le centralisme démocratique. Je ne crois pas, très honnêtement, que ça soit la forme qui sied aux dynamiques sociales aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est de plus d'horizontalité. Donc, c'est ce que j'allais dire, les trop verticales. C'est de plus de coordination. Ce dont on a besoin, c'est de plus d'implication. Donc, je pense que c'est pour cette raison que je pense, très honnêtement,
que parce qu'il y a un élément qu'il faut remarquer, et des fois, prenez toutes les élections en Europe aujourd'hui, si je prends l'exemple, et même en Amérique du Sud. Vous n'avez pas vu des fois des partis qui étaient des partis de gouvernement fortement implantés s'effondrer du jour au lendemain? Bon, on a vu ça en France. Hein. Oui, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Et des partis qui ont passé une longue histoire. Le Parti mais socialiste au profit français. D'une extrême droite qui monte malheureusement et qu'il faut combattre, ou de formes, justement, comme en Espagne, de formes d'organisation citoyenne. C'est le destin que vous il n'y a pas présentez seulement pour le que BPM. même Podemos, en fait, en Espagne aujourd'hui, arrive à être chahuté par exemple, un mouvement comme Barcelona en Comú, qui part de citoyens, d'une dynamique citoyenne, mais qui là aussi, si on prend l'exemple, ils se sont organisés à partir de quoi? Ce sont des gens qui luttaient contre les expulsions de pauvres dans les logements, qui ont créé une dynamique citoyenne. Vous voyez, on parle d'une situation... Attendez, vous allez donner des idées aux gilets jaunes. Revenons les gilets jaunes, en France, c'est plus complexe. C'est plutôt le mouvement des indignés, etc., qui a apporté ça. C'était vraiment des gens qui avaient une vision généreuse, en fait. Si vous avez fait cette référence, c'est que vous prédisez un effondrement futur du PPM? Non, pas du tout. Je ne prévois rien. Je ne suis pas Nostradamus ni Madame Soleil. Ce que je dis, c'est que c'est un risque. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui disent, et c'est pour ça que je dis très honnêtement que personnellement, je suis fétichiste. Et ce risque-là Je respecte, comme par exemple, je salue la mémoire d'un homme comme Georges Mauvois, qui est décédé il y a longtemps, de tous ces militants, d'Aimé Césaire, de Aliquer, et ce risque-là, de tous ceux qui ont fait cette histoire, notre histoire. Je suis héritier de tout cela. Mais je me pose la question de savoir, dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, est-ce que nous devons rester fétichistes, en fait, d'appareils d'organisation existantes, ou est-ce que notre génération, comme dirait Fanon, dans cette relative opacité, notre mission, c'est de la découvrir. La découvrir, c'est peut-être créer des formes partidaires, des formes de mouvements qui soient nouveaux, plus adaptés à nos réalités. Et pour en revenir au second volet de mon interrogation, vous avez parlé d'Yann Mon Plaisir à l'instant. Que je respecte et que je salue. On a bien noté. On lui transmettra d'ailleurs. Je pense qu'il regardera l'émission. Oui, il regarde, c'est sûr. Je me rappelle que peu après la victoire de l'Alliance Grand Semblé pour Bapé en chance à la CTM en décembre 2015, vous dites que vous n'êtes pas Nostradamus ou Madame Soleil, mais pourtant vous prédisiez des lendemains peut-être chaotiques et difficiles au sein de cette alliance que d'aucuns ont qualifiée d'hétéroclite et de surprenante. Aujourd'hui, vous devez boire du petit lait par rapport aux nombreuses divisions sans internes. me prendre pour Descartes, ma démarche était plutôt cartésienne. C'est-à-dire, disons que 1 plus 1, ça fait forcément 2. Vous voyez, je crois que... Et 1 plus 1, ça ne peut pas faire 1, vous voyez. Donc... ni 3. Ni 3, peut-être. Mais donc, c'était logique. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, tout le monde l'a reconnu, l'a salué. Il y a cette capacité d'Alfred Marie-Jeanne à faire des coups politiques. Mais c'est un coup politique, mais qu'il a très bien réussi. Et arithmétique. Mais une fois passé le coup politique, mais il y a des contraintes liées au fait que forcément les positions divergent en termes de choix politiques. C'est pour ça que je dis qu'il faut, et c'est un petit peu cette logique de clan, d'appareil qui nous amène à faire les coups. Et moi, je pense qu'il faut sortir de la logique des coups pour être dans cette logique de construction d'un projet pour la Martinique avec les Martiniquaises et les Martiniquais. Je crois que c'est ça qui est important et qui m'intéresse. Mais faire des coups politiques, c'est pas mon truc. Ça ne me plaît pas forcément, ça ne me séduit pas forcément. Ce que je souhaite pour ce pays, c'est que nous ayons un vrai projet collectif pensé pour les Martiniquais, par les Martiniquais, et qui nous permette de sortir de l'oronière et rendre notre pays attractif. Parlons de la Martinique, justement. Les problématiques sont multiples. Il y a des problèmes gravissimes en matière d'écologie. Ça, c'est votre dada. On va y venir. Il y a des problèmes économiques majeurs. Tous les clignotants ne sont pas forcément ouverts. Aujourd'hui, vous seriez à la place d'Alfred Marie-Jeanne, vous donneriez la priorité à quelle problématique? Moi, je crois qu'il ne faut pas segmenter ou cloisonner les problèmes. Moi, je crois que nous sommes vraiment dans une logique d'une économie qui est complètement dépendante. Donc, je pense que même Macron l'a suggéré. Pour une fois, il avait un peu raison. Il faut absolument tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Et il y a de quoi faire en termes de développement, y compris de notre appareil productif, et tendre aussi vers la souveraineté ou l'autosuffisance énergétique. Ça, c'est la première chose. À partir de là... Donc, l'alimentation d'un côté, l'énergie de l'autre. Tout à fait. Et puis aussi avoir une vision, c'est-à-dire être dans cette démarche de l'équilibre. C'est-à-dire ne pas se dire, on va mettre
pourvu que je me souviendrai toujours de cet exemple. Vous savez, il y avait l'abattoir de poulets qui était implanté à Saint-Pierre. Et un jour, il y a une majorité régionale qui a accepté de soutenir un projet d'abattage de poulets. C'est un projet économiquement plus viable, etc. Et donc la région de l'époque avait accepté de financer le nouveau projet qui faisait des travailleurs qui étaient à Saint-Pierre tous les jours sortir de Saint-Pierre pour aller au François. Quand on fait ce choix au nom du développement, c'est qu'on n'a pas une vision globale du développement. On n'a pas une vision systémique du développement. Pourquoi ? Parce que la question du développement est économique. Effectivement, il faut lutter déjà contre les inégalités territoriales. Donc, on n'a pas découvert Saint-Pierre pour couvrir François, parce que peut-être François a dit bien découvert que Saint-Pierre. On appauvrit des gens parce qu'il y a le coût du transport. En plus, on leur demandait de payer leur transport. Donc, déjà, en termes de pouvoir d'achat, on appauvrit des gens. Puis, bien sûr, les déplacements, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, parce que de façon systémique et globale, c'est pas ce qu'il faut faire pour développer la Martinique. Vous ne nous dites pas ce qu'il faut faire, hein, par contre. Ce qu'il faut faire. Vous nous avez dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà les exemples. Non, mais, on a bien noté cette notion d'équilibre. Mais justement, sur ces questions en termes d'autosuffisance alimentaire, pensez bien que, et je me souviens d'ailleurs de ce projet qu'avait défendu Chamoiseau, Confiant, Glissant, de Martinique Pays Biologique. Je pense que la Martinique doit trouver son salut dans l'innovation. Vraiment, pourquoi ? Parce qu'on est dans un espace où on est en compétition. Par exemple, sur la question du tourisme, avec qui ? Avec Saint-Domingue ? Vous pensez que les Martiniquaises et Martiniquais, et ils ont raison, vont accepter de baisser leur niveau de vie pour être comme un travailleur à Saint-Domingue et notre tourisme sera compétitif par rapport à Saint-Domingue? Non, c'est pas ça qu'il faut développer. Par contre, on peut développer un autre tourisme à fort valeur ajoutée, ciblant une clientèle particulière qui est celle des culturels créatifs, des classes moyennes supérieures des pays occidentaux et qui, en plus, est une clientèle intéressante parce qu'elle respecte les questions environnementales, elle respecte les questions sociales, elle respecte la nécessité d'une identité culturelle, etc. Donc je pense que nous avons tout cela à construire et à développer sur ces deux piliers, autosuffisance alimentaire, autosuffisance énergétique. On a un monde martiniquais à développer. Alors sur la question des mais maintenant, je ne vais pas vous dire combien comme disait Édouard de Lépine à l'époque, combien de pots de yaourt qu'on va produire demain matin. Je vais laisser ce travail à des experts, parce que c'est là aussi où il faut faire attention. Aujourd'hui, le politique, pour ne pas faire de politique, il se prend pour un expert, un gestionnaire. Il faut que les politiques fassent de la politique et que les experts et les gestionnaires fassent de l'expertise et de la gestion. Et il faut que chacun soit dans son rôle respectif. Je le dis parce que, concernant par exemple la CTM, nous avons à construire une culture démocratique qui passe également par la relation avec la technostructure. Comment respecter les agents, comment respecter leur liberté. Vous n'êtes pas encore en train de nous faire une polémique contre Alfred Marie-Jeanne. Pas polémique. Le problème de la CTM dépasse Alfred Marie-Jeanne. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a essuyé les plâtres. Et ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai participé effectivement au groupe, à la commission ad hoc, etc. Ce que nous voulions... Rappelons, la commission ad hoc, c'était pour la fusion, au moment de la fusion entre Conseil général et Conseil régional. Des pistes d'organisation. Ouais. Et ce que nous voulions, en fait, un certain nombre d'élus dont je faisais partie, c'était d'avoir un modèle innovant sur le plan démocratique. Un exécutif, même dans une collectivité collégiale, d'une part, autonome, d'autre part, par rapport à une assemblée autonome, avec des prérogatives. Et je vous dis que j'ai rencontré un maire d'Alsace qui m'a dit comment ils étaient en Alsace observateurs de ce modèle-là et comment, parce qu'ils escomptaient effectivement pouvoir tirer quelques enseignements et pouvoir appliquer ce modèle démocratique un peu innovant. Alors au chapitre des problématiques, il y a celle de la ODU, ça dépend des paroisses, du chlordécone ou de la chlordécone, qui est vraiment le fléau qu'on connaît. Il y a un ami qui disait qu'il préfère dire chlordécone parce qu'en féminisant, on rend sympathique les questions. C'est un petit peu sexiste, hein, comme. Il va falloir faire cette remarque à votre ami. Non, au contraire, c'est parce que. Non, pas du tout, c'est pas sexiste, parce que, justement, on sait que les femmes ont plus d'aplomb et de détermination, et quelquefois, elles sont au contact de choses très concrètes. Vous êtes un essentialiste. Oui. Alors, on va continuer. Ça m'arrive, oui. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'une initiative comme celle d'une labellisation du label zéro chlordécone? Et plus largement, que faudrait-il que les Martiniquais, le plus largement possible, et là ça pose la question de la mobilisation, réclament ou exigent de manière prioritaire de l'État par rapport à ce scandale de la contamination? Moi je me dis zéro pesticide. Zéro pesticide. Chlordécone, bon bien sûr la question, de toute façon, la question du chlordécone doit être gérée. C'est-à-dire que les terres elles sont polluées,
où on ne plante pas dessus, où on les dépollue, ce qui est compliqué parce qu'on n'a pas encore la technique, etc., etc. Donc, pourquoi pas un plan zéro chlordécone? Je n'ai rien contre. Le label, ça vous semble une initiative positive, a priori? Oui, pourquoi pas. Mais il faut dépasser ce label zéro chlordécone et il faut passer de la défensive, parce que c'est un peu défensif. On dit zéro chlordécone parce qu'effectivement, il y a une méfiance des consommateurs par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il ne faut pas être sur la défensive, il faut passer à l'offensive sur le modèle la meilleure défense, c'est l'attaque en plus. Donc dire qu'il faut aller vers un zéro pesticide. Et d'ailleurs, aux prêcheurs, nous allons prendre avec les agriculteurs, il y a des pratiques aussi culturelles qui ne me plaisent pas trop. Oui, et ça je l'avoue. Et Dimarajou, on parle régulièrement. Il y a des gens qui font de la publicité pour nous, mais je dis que ça ne me plaît pas. Donc là, avec les agriculteurs de prêcheurs, on aura une réunion de manière à lister tous les produits qu'on ne veut pas voir et tendre progressivement justement vers un territoire. Vous avez du boulot parce que les statistiques, par exemple, indiquent qu'effectivement, il y a un effort conséquent des agriculteurs pour réduire l'usage de ces produits. Par contre, dans la population locale, ça y va, quoi. Je veux dire, monsieur tout le monde utilise du glyphosate, je ne crois pas à une écologie à fond la caisse. Je ne crois pas à une écologie punitive. Je crois que les gens sont par essence intelligents. Il faut leur expliquer les raisons. Et aujourd'hui, je salue d'ailleurs au passage des Préchotins, agriculteurs qui nous accompagnent dans cet effort, un petit peu de labellisation, ce travail aussi qu'on fait en direction de l'agriculteur. C'est Charles Cyril et qui est un agriculteur préchotin, et Paul Lanussier qui est l'élu chargé de l'agriculture au sein de notre conseil municipal. Et le travail que nous voulons faire à partir de la fameuse ferme partagée, on va développer des techniques de permaculture, c'est de former justement des agriculteurs et leur faire la démonstration que tout compte fait, contrairement à l'idéologie agricole et des pratiques culturelles dominantes, eh bien qu'effectivement, l'agroécologie, la permaculture peut être rentable du point de vue économique. Parce que si vous expliquez à un agriculteur que finalement ça marche bien, qu'il peut s'en tirer du point de vue des revenus, non, mais je comprends que c'est plus facile d'expliquer ça à un agriculteur qu'à un particulier, par exemple. Et au niveau des exigences... Non, mais sur les particuliers, il faut mener des actions ciblées. Bon, mais ça, je pense que des choses sont en cours actuellement, qu'il faut peut-être renforcer. Mais déjà, je pense que sur les produits qu'offre l'agriculture, si justement on est sur un modèle de labellisation, si on donne aux consommateurs la garantie, et puis il faut aller aussi vers les circuits courts. L'effort ne doit pas venir des seuls agriculteurs. Il nous appartient effectivement, en tant que Martiniquais, en tant que consommateurs martiniquais, de travailler avec nos agriculteurs, eh bien, à mettre en place des circuits courts, des systèmes qui nous permettent de préserver notre santé, parce qu'on sait que l'alimentation, ça a des conséquences malheureuses des fois sur notre santé. Et toujours sur cette question du chlordécone, au niveau des exigences à exprimer face à l'État ou à l'endroit de l'État, ce serait quoi, par exemple, toujours de manière prioritaire par rapport à ce scandale de l'empoisonnement au chlordécone? Surtout après la reconnaissance du chef par le chef de l'État. Après le discours historique, avec ou sans guillemets, d'Emmanuel Macron. On le voit bien, c'est-à-dire qu'on fait, sur la question des réparations par rapport à l'esclavage, on fait une loi et puis on dit qu'on ne peut pas réparer. Je me méfie des fois des discours. Ça peut arriver aussi pour ça pourrait arriver. C'est pour ça que je pense qu'en fait, il faut, et c'est ça qui s'est passé sur la question de l'amiante, etc., en France, parce qu'il y a des citoyens aussi mobilisés. Et je crois que, et je salue d'ailleurs l'initiative qui a été prise par cette fédération de dépollution, etc., avec un collectif de syndicats, d'associations. Et je pense qu'il faut effectivement construire ce mouvement-là, le renforcer, le rendre plus dynamique, pour être exigeant par rapport à l'État français, non seulement sur la question des terres polluées, sur la question de la mer polluée, puis sur la question, il faut aussi qu'un jour, on sache la vérité, on sache exactement ce qui s'est passé. Et pourquoi pas une commission d'enquête parlementaire, par exemple. Pas une mission d'information. Une commission. Comme une commission d'enquête. Là. On a envie de vous taquiner un petit peu. Est-ce que vous avez été invité au lancement de l'usine d'Albioma? Je n'irai pas. Parce que pour moi, c'est une grosse aberration. Je le dis à des amis. Mais ça doit être quand même une amertume, j'allais dire, presque consubstantielle, parce que finalement, vous vous êtes opposés, il y a des gens qui se sont couchés sur la route, on fait toutes sortes de trucs. L'usine, elle fonctionne, elle produit... elle donne de la vapeur. Attendez. Elle donne de la vapeur. Elle va monter à 40% de notre production. Bon. Et finalement, on ne vous entend plus. Finalement, ça a été une défaite en race campagne. C'est une déception de plus, Marcelin. Non, mais pas de plus. Pas de plus. C'est une déception, oui. C'est-à-dire que c'est un combat que nous aimerions gagner. Maintenant, quand on est soldat, on se dit qu'il y a des batailles que l'on gagne, il y a des batailles que l'on perd.
Mais perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. Moi, je crois fondamentalement la question de l'écologie, elle émerge fortement. Elle nous saute comme ça à la figure. Et surtout lorsqu'on a un pays insulaire comme le nôtre, avec les dimensions du nôtre, je crois que c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas transiger. Il faut des exigences. Et ce que je reproche d'ailleurs au modèle qui est développé, parce que j'ai eu l'occasion de le dire je siège à la commission, au comité de bassin de l'eau et de la biodiversité, où j'ai dit que la question de la production d'énergie, ce n'était pas une simple question technique. Aujourd'hui, je comprends EDF. EDF a une organisation très centrale. Ils ont surtout un super déficit en Martinique. Oui, mais très central. Non, mais dans l'organisation elle-même. Très, très centralisée. Donc, quand on lui parle d'énergie renouvelable, elle dit on va substituer, comme la ferme éolienne de Grand-Rivière, on va substituer des énergies renouvelables à des énergies fossiles, mais sur le modèle de gouvernance qui est le modèle centralisé. Alors que justement, y compris dans la loi de transition énergétique, et d'ailleurs EDF, des fois ils essaient des choses, parce qu'ils ont essayé autre chose avec nous aux prêcheurs, il s'agit aussi de poser la question de la gouvernance. Il faut arriver à, je disais la Martinique autonome sur le plan énergétique, mais on peut arriver à des autonomies locales au sein même de la Martinique. Par exemple, il y a une question qui se pose votre solution, c'est de faire des toutes petites unités de production, des fois gérées par chez l'habitant, voire dans la commune. Non, pas chez l'habitant. Il faut le bon niveau. Pour moi, ça me paraît pas. C'est pas l'habitant. L'éparpillement, comme c'est effectivement de la production d'énergie. C'est quoi le bon niveau? Le bon niveau, ça peut être le quartier, ça peut être la commune, où justement de plus en plus de communes aujourd'hui s'engagent justement sur la question énergétique, de gestion municipale de la production d'énergie. Où est la solidarité à ce moment-là? Si chaque commune a son poste de production, si jamais il y a un problème aux prêcheurs, vous allez demander aux autres villes de la Martinique de vous aider. Mais si c'est pas interconnecté. Mais justement, le fait d'être autonome, le fait d'autogérer, ça ne veut pas dire d'être en autarcie et coupé des autres. Ça veut dire qu'il faut des liens de solidarité. Mais ça veut dire qu'un système en plus autonome est moins complexe qu'un système interconnecté. Ça, c'est vous qui le dites. Absolument. Et moins complexe. Et moins de complexité, c'est plus de simplicité dans l'efficacité et la production d'énergie, dans la distribution d'énergie. Donc je crois que nous gagnons. Et ce que nous proposons, ça n'existe nulle part au monde, ça. Mais vous plaisantez. Aujourd'hui, dans la loi sur la transition énergique, on facilite, on favorise des coopératives. Oui. Il y a des coopératives. Ça, c'est l'avenir. Aujourd'hui, je vous prends un exemple. En Europe, on a le même. C'est la France. Vous avez dit qu'on a le même système. Trimarga, en France, ils ont une société coopérative d'intérêt collectif qui produit son électricité. Oui, mais si jamais il y a un bug, ils ont des centrales nucléaires qui leur fournissent. C'est ça le problème. Il n'est pas toujours dit, parce que là, vous parlez du système qui est le plus répandu, où il y a une connexion entre le réseau EDF et le réseau qui prend... alternatif. Qui relève des énergies renouvelables. Mais c'est vrai qu'il y a ce modèle-là existe effectivement, mais il n'est pas toujours... je pense qu'il existe, mais il n'est pas le seul à exister. C'est celui qui est le plus répandu en France, mais je pense qu'il n'est pas effectivement le seul à exister. Il y a des gens qui mettent en place des systèmes... On va dire que c'est un pari sur l'avenir. On arrive à notre petit... Non, c'est pas un pari sur l'avenir. Je vous dis que c'est un modèle, un système qui existe déjà dans certaines villes, dans certaines petites communes. Mais on retiendra qu'il n'est pas généralisé. Groupement de communes également. Et derrière, ils savent qu'il y a un filet. Non, mais après, attendez, quand vous allez, il y a quand même... Attendez, Marcelin, on va s'arrêter sur cette question-là. Sur la question je sais que ça vous tient à cœur, mais malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Et je passe tout de suite la parole à Mike. Nous arrivons à cette fameuse chronique, cette respiration culturelle que plein de gens nous envient. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas de livre. Il n'a pas eu le temps de passer à la bibliothèque. Je n'ai pas eu le temps de passer, ma commande n'est pas arrivée. Donc là, j'ai 2 albums, on va commencer par... Et deux albums du même artiste, qui est un jeune Martiniquais de grand talent, que les Martiniquais connaissent et connaissent de plus en plus, qui s'appelle Grégory Privat, qui, pour la petite histoire, est le fils du pianiste, notamment de Malavoie, José Privat. Alors, ça, c'est son premier album qui s'appelle Kikoté. C'est un album qui est sorti déjà il y a quelques années, et c'était déjà la preuve éclatante et la promesse de ce qu'il allait devenir et ce qu'il est devenu, quoi. Donc, je signale quand même que ce premier album Kikoté, c'est vraiment des compositions personnelles.
et des arrangements de Grégory Privat. C'est vraiment moi, je signale son premier jet, si on peut dire. Je signale qu'il est toujours en vente. Absolument. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. Tous les albums, je crois, de Grégory Privat, et ce n'est que, j'allais dire justice, et en toute logique, sont disponibles à la vente en Martinique. Alors là, c'est un album en trio, plus récent, avec un Martiniquais d'ailleurs à la batterie, Tito Bertolo, qui est natif, je crois, de Rivière-Pilote. Et ça montre aussi l'évolution, hein, tout simplement, d'un musicien qui est passionné notamment par la connexion avec le gros K et le tambour K. L'un de ses grands amis et partenaires musicaux est le grand percussionniste guadeloupéen apprécié, je crois, de Marcelin Nadeau notamment, qui est monsieur Sonny Troupé. Ouais, excellent. Et c'est vraiment un album d'un très bon musicien et dont on a qui est encore plus... qu'on a accueilli d'ailleurs avec beaucoup de plaisir au Absolument. lors de la clôture du festival de jazz. Donc vraiment précipitez-vous sur ces deux albums-là, et d'ailleurs sur toutes les productions de Grégory Privat, qui est vraiment un grand musicien déjà confirmé et qui porte déjà un grand devenir, quoi. Vraiment, comme on dit, le ciel est sa limite, quoi. Précipitez-vous sur ces albums-là. Formidable. Bon, c'est mon tour. Dans la lignée de ce que Mike vient de présenter, alors moi je passe du côté de l'île Sœur, Stéphane Castries, qui est un bassiste guadeloupéen et qui nous a concocté son premier album solo. Quelque chose d'absolument fantastique. Et je pèse mes mots. Là, vous avez un pianiste, là, vous avez un bassiste, et quand vous collez les deux, ça peut faire très très mal. Donc, appréciez ce nouvel opus de Stéphane Castries. Alors, en bouquin, bon, je tiens toujours la rampe avec des polars, mais celui-là, c'est un polar social. C'est Roberto Saviano. Donc, on avait pu apprécier un bouquin fantastique qui s'appelle Gomorrah, qui parlait de la mafia napolitaine. Et là c'est Piranhas. Donc c'est un roman cette fois-là, avec la description d'une mafia qui est en train de muter. Alors pourquoi j'en parle? Parce que j'ai l'impression que ça va être aussi notre réalité dans quelques années en Martinique. Tout simplement parce que c'est pas une mafia des papis, c'est une mafia des genoux. C'est les jeunes, ça s'appelle des piranhas, des très jeunes qui prennent le pouvoir. Et c'est un peu ce qu'on identifie dans la délinquance dans les Antilles françaises. C'est un rajeunissement brutal des acteurs de la délinquance qui, parfois, à 10 ans ou 11 ans, vous sortent un flingue devant le nez, et ça a de quoi surprendre. Alors, je passe à ça, les réseaux Focar. Alors je rappelle que Focar, c'était l'instrument, enfin l'homme lige de la France-Afrique, c'est-à-dire de tous les réseaux, est-ce que je le dois te dire ça? Oui. Plus ou moins controversés, voire mafieux, du pouvoir de la France, enfin du pouvoir politique dans l'espace africain, mais que Focar a quand même sévi aux Antilles, et notamment, on pense qu'il a agi lors des émeutes de 67, on ne sait plus combien de morts il y a, à Pointe-à-Pitre, tout simplement parce que Focar, c'est aussi, alors je devrais être plus prudent, c'est quelqu'un qui a des liens familiaux avec la Guadeloupe. Voilà, donc il faut quand même le rappeler. Et puis pour tous ceux qui considèrent que l'Afrique est née au moment de la colonisation, un petit bouquin Salvateur. Il y en a. Espérons-le. Il y en a. Un petit bouquin Salvateur, l'Atlas historique de l'Afrique. Alors là, donc ce bouquin, il faut absolument l'avoir. C'est une vraie thérapie. Et puis pour tous ceux qui cultivent cette espèce de nationalisme à l'envers, revendicatif, avec une reconquête de l'Afrique, ça peut être quelque chose qui calme et qui divertit. Voilà, l'Atlas historique de l'Afrique de Bernard Lugan, il est en vente dans un certain nombre de librairies ici. Profitez-en. Et nous passons
la parole à notre invité. Et vous avez 4 heures. Non, mais on voit qu'au niveau musical, on a quand même les mêmes. Oui, on est en phase. C'est peut-être un problème de génération. Ouais. Tout ce qui est jazz fusion, ça me plaît énormément. Bon, effectivement, tu as parlé tout à l'heure de Grégory Privat. Mais moi, je vais présenter l'album, qui est déjà ancien quand même, d'Hervé Selcal. Toujours en vente. Bel Air pour piano, qui est vraiment avec d'excellents morceaux. Et puis ce travail de fusion entre tambour, basse et piano, c'est vraiment un travail excellent. Et je dois signaler aussi que vraiment les jeunes pianistes martiniquais, on a parlé de Grégory Pouvoir, on pourrait parler de Gilles Rosine, on pourrait parler et également de Guy Morgvad, etc. Maher-Beauroy, des gens comme ça. Moi, je pense que nous, vraiment... Et puis de Mario Ganoche. Et puis, bon, je vais faire une petite ouverture, parce que bon, je suis quand même ouvert sur le monde, mais ça reste... Je sais que de plus en plus de gens contestent ce concept, mais ça reste, comme dirait Tony Chasseur, du créole jazz, n'est-ce pas? C'est Mehdi Gervais avec 7e ciel. C'est un bel album dans lequel il y a un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Amour. Vraiment, voilà. Et puis pour les livres, bon, j'en ai quelques-uns, mais il y a celui-là, si on en parlait tout à l'heure, de toutes les expériences qui sont menées. Il s'appelle de Mathieu Riva, qui est un petit peu du réseau de Pierre Rabhi, et qui s'appelle Ces mers qui changent tout, le génie créatif des communes, qui dit qu'à partir des communes, on peut faire beaucoup de choses, en termes d'innovation sociale, en termes d'innovation technique, en termes de développement économique. C'est pour ça que je plaide de plus en plus pour que, dans la conception globale d'un territoire, qu'il y ait cette approche contractuelle entre les collectivités majeures, l'État... On va appeler Alfred. Celui-là sur votre table de chevet, j'imagine. Vous l'avez en plusieurs exemplaires, celui-là. Oui, je vais le distribuer. Distributeur, c'est là. Et puis il y a un architecte qui est venu, qui a la maîtrise d'œuvre avec des Martiniquais comme Franck Hubert, Jean-Camille Petit, en Martinique, du projet de respatialisation du péché, on a dit comme ça, mais qui est aussi un écrivain et qui, à travers justement un conte nord-amérindien, qui s'appelle Le Coyote, le Petit Renard, le Gé et le Pou, nous explique en fait que dans le monde, nous avons intérêt à être ensemble, à travailler, à partager l'espace, à co-construire des choses. Je pense que c'est une bonne leçon de vie et ça nous prouve que aucune civilisation n'a le monopole des valeurs justes, humaines et généreuses. Attendez, on va faire une petite pub quand même pour Madec. Oui. Théoriquement, il est prévu qu'il tienne une conférence à la ville de Schellcher le 20 février. Tout à fait. Voilà. Donc, et c'est quelqu'un qui vous aide notamment à restructurer l'urbanité. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise d'œuvre, il est chargé de la conception avec son atelier des relais martiniquais. J'ai parlé de Franck Hubert, de Jean-Camille Petit et sur l'aspect sociologique de Louis-Félix Osier-Lafontaine. Donc ils sont chargés en fait de concevoir l'espace. Il ne suffit pas de déplacer des gens. Puis la dimension sociologique, ça a son importance parce que des fois en déplaçant comme ça des populations, on peut générer des catastrophes psychologiques. Et toucher à l'équilibre social. On touche à la matière humaine, effectivement. Tout à fait. Et puis il y a ce livre c'est un vieux livre d'étudiant que j'avais l'occasion de lire. Et voyez-vous, j'étais allé une fois en Haïti et dans une librairie haïtienne, très bien pourvue d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait été réédité. Donc je me le suis acheté. C'est Pierre Legendre qui explique que c'est une approche intéressante de l'État français, on parlait tout à l'heure de l'État, mais c'est une approche psychanalytique. Je vous rappelle que c'est vos copains. Hein. Et ils disent que, oui, si vous voulez, pourquoi pas. Je suis moi-même fonctionnaire. Ah ben voilà. Donc, la boucle qui dit, non, il ne faut pas dire ça. Non, qui dit quand même qu'il y a un système qui remonte, les bureaucraties en général, étatiques dans l'Europe, remontent à la période médiévale et au droit canon. Et il parle de liturgie de la soumission, et c'est pour ça qu'il dit que dans les systèmes bureaucratiques, on aime le chef, on a l'amour du censeur, comme il dit. Je pense que ça, c'est une lecture très intéressante. C'est encore un deuxième message. Une approche moins technicienne de l'État est très intéressante. Et puis, dernier ouvrage, c'est un livre de nos frères d'Haïti, Corruption et mal développement en Haïti, du docteur Alcius Girard Kennedy, qui dit là aussi que la question, il y a très souvent pour expliquer la corruption ou le sous-développement, on évoque des questions économiques, de développement technique, mais il va aux racines des problématiques haïtiennes. Il parle de magico-religieux, il parle de contrat social haïtien. Bref, c'est un livre qu'il faut absolument lire et qui est un petit peu que j'associerais volontiers, mais que je n'ai pas porté, au livre d'Émile Hetzel, Comment Haïti a choisi d'être un pays pauvre. Voilà. Et je suis sûr que vous avez choisi ces bouquins pour nous prévenir qu'il ne faut mieux pas aller dans cette direction-là. Et je voudrais appeler aussi les Martiniquais à lire des gens comme Nicole Cage qui s'est lancée dans une maison d'édition. Je crois qu'il faut encourager ces initiatives.
l'association des écrivains de Martinique avec Jala, Orlette Pujard, aussi notre ami Olivier, Jean-Marie, etc. Et je pense que, et puis y compris d'ailleurs Sabine Andrivon-Milton qui a fait un jeu intéressant. Donc il y a vraiment un bouillonnement en Martinique et je pense qu'il faut soutenir ces initiatives et vraiment les aider à se développer dans l'intérêt du pays, de notre culture. Voilà. Parce qu'à mon avis, l'identité, c'est pas un monde clos, fermé. Ça vit, ça se développe à travers les relations, les interrelations. Et on a besoin d'être créatif, de créer en permanence pour se repositionner à chaque fois dans le vaste monde. Il en va de notre salut en tant que peuple. Ben, j'allais presque dire que vous allez nous manquer, Marcelin Nadeau, dans les émissions, mais j'espère que vous serez fidèle à cette émission. Merci Mike. Merci Eddie. Merci Marcelin et merci à tous et à la semaine prochaine, enfin à la deuxième semaine du mois de janvier, puisque cette émission va prendre quelques jours de repos au tout début d'année. Merci, bonne fête. Longue vie à votre émission. Je crois que c'est bien que des journalistes martiniquais prennent des initiatives, créent des espaces dont on a besoin de manière à informer de façon dynamique notre population, nos populations. Merci pour votre soutien. Et notre peuple. Ouais. Merci pour votre soutien et surtout merci à Zouk TV et merci à Yannick en salle de réalisation. Et bonne année à Zouk TV également. Et bonne fête à vous et à tous les Préchotins et tous les Martiniquais. Bonne année, bonne fête à tous les Préchotins et toutes les Préchotines, tous les Martiniquais, tous les Martiniquais et toutes celles et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Très bien, merci et à très bientôt. Au revoir.